Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune. Cher Geoffroy, bonsoir. Nous connaissons désormais le nouveau Premier ministre après une journée de vendredi incertaine. Emmanuel Macron a décidé de nommer François Bayrou, 73 ans, fils d'agriculteur, dans la vie politique depuis un demi-siècle, personnage clé dans la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Et on va commencer par l'homme que vous connaissez bien, Philippe de Villiers, parce que j'ai retrouvé une archive absolument extraordinaire que nos téléspectateurs ne connaissent sûrement pas. Regardez cet article, 20 ans après les rénovateurs. Sur cette photo, on voit François Fillon, Michel Noir, François Daubert, un certain Philippe de Villiers tout à gauche, et puis tout à droite, non loin de Monsieur Barouin, on voit François Bayrou. Et alors, ce qui est intéressant, encore plus intéressant, c'était que donc un article écrit par un certain Éric Zemmour, donc 20 ans après les rénovateurs, peut-être nous expliquer ce que sont les rénovateurs, Philippe de Villiers, et surtout la question qu'on doit se poser, c'est qui est François Bayrou pour vous? Alors sur les rénovateurs, c'est drôle, comme le temps passe vite, parce que cette photo, elle montre des jeunes gens qui ont 40 ans ou moins. C'était hier. Et maintenant, on a l'image, tout à l'heure, on a eu l'image de deux hommes, 73, 74. Et je repensais à une phrase de Saint-Aignan, qui pour moi est définitive. La politique, c'est un sport individuel. Je pense qu'on le voit en ce moment. Et c'est un sport de vieux. Et on a cru, ils ont tous cru, Macron, Attal et tous les autres, qu'on passait le relais à des tout jeunes qui allaient tout renouveler, qui allaient tout repeindre. Eh ben non, on a eu là tout à l'heure deux hommes que j'ai bien connus qui étaient sur la photo des rénovateurs. Alors, je réponds à votre question. Les rénovateurs, ça vient de quoi? Ça vient de la double défaite de la droite. En 1981, nous n'étions pas encore en politique. Puis 1988, la défaite de Jacques Chirac. Et donc, la défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 81, la défaite de Jacques Chirac en 88. Et là, en fait, il y a Charles Millon, notamment, et Michel Noir, et quelques autres qui disent on ne peut pas rester comme ça. Il faut passer à la génération suivante. Et donc, on compose les rénovateurs. Et la presse, c'est Chirac qui a trouvé le mot, nous appelle les 12 salopards. À cause du film, les 12 salopards. Bon. Et ça nous allait très bien. Bon. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai quelque chose d'autre à dire, très important. Surtout en ce moment. C'est qu'à l'époque, les rénovateurs croyaient qu'il suffisait de changer de génération pour renouveler la vie politique. Et un jour, je parle avec Olivier Guichard, ancien chef de cabinet du général de Gaulle, un homme d'État, très cultivé, il avait le mot passant, je venais de Dorman sur son bureau, avec 2-3 dossiers. Et il me dit, votre affaire des rénovateurs, Philippe, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. En politique comme dans la vie, le jeunisme ne suffit pas. N'oubliez jamais qu'Antigone, en fait, elle a damé le pion à Créon parce qu'elle s'est réclamée des lois immémoriales. C'est-à-dire que on peut être un jeune utile à la société et à la France quand on se sent et qu'on s'accepte corseté par les sagesses anciennes. Et ça, pour moi, ce fut une leçon. En d'autres termes, les rénovateurs, ils n'avaient rien à projeter, ils n'avaient rien à proposer d'autre que leur jeunesse. Et ce qui m'a frappé tout à l'heure dans la passation de pouvoir, c'est que la vieillesse, parfois, ne propose rien non plus, puisqu'on a eu deux hommes politiques plutôt autosatisfaits,
et qui n'ont pas prononcé le mot France. Alors, ils ne l'ont pas fait exprès. Je ne mets pas en cause leur patriotisme, leur attachement au pays. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, dans toute cette histoire, même quand on écoute les journalistes, on tourne en rond, en fait. On est dans un entre-soi, on est dans un jeu. Et ce côté ludique agace nos compatriotes, et moi, m'agace profondément, parce que pendant ce temps-là, le bateau coule. Donc, voilà, les rénovateurs, c'est typiquement un truc qui intéresse les médias, qui passionne les médias. Alors, on a eu plein de télé, etc. Il y avait même on a même fait un congrès fondateur à Lyon, avec Michel Noir, et puis derrière, il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas une seule idée. Et ce que j'ai appris, moi, au fil du temps, ce sont les idées qui mènent le monde, contrairement à ce qu'on croit. Ce ne sont pas les jeux politiciens. Geoffroy Lejeune. Mais vous n'avez pas vraiment répondu à la deuxième question d'Eliott, c'est qui est François Bayrou, puisque vous l'avez connu maintenant, donc en 1989, c'est un personnage que vous connaissez depuis toujours presque. Les gens ne le savent pas, mais vous venez du centre en réalité, vous avez commencé votre carrière politique au centre, je me permets de le rappeler, et donc vous le connaissez par cœur. Qui est-il ? Ouais, bon. C'est pas une insulte dans ma bouche, Philippe. Non, non. En fait, je pense que vous faites une erreur sur mon parcours, mais c'est pas grave. Non, pas du tout. Je suis vraiment très sûr. Mais ouais, ça va beaucoup amuser ma femme. Je viens du centre, oui. Et alors, François Bayrou, je le connais très bien, effectivement, depuis très longtemps. Et on s'est rencontrés, il était jeune député en 1986, député du CDS à l'époque, avec Pierre Méhaignerie. Et à l'époque, j'étais secrétaire d'État à la culture. Et un jour, il m'appelle et on déjeune ensemble. On avait déjeuné dans un restaurant qui s'appelait l'Assiette au Bœuf, je ne sais pas si ça existe encore. Et on échange, et de cet instant est née une amitié entre nous. Et en fait, François Bayrou, il a des qualités et des défauts comme tout le monde, mais il a la religion de l'amitié. Et en fait, lui et puis son conseiller, qui s'appelle Philippe Lapousterle, on est toujours restés en contact, et en contact chaleureux. Alors, en fait, il y a deux François Bayrou. Donc, je ne sais pas de quel François Bayrou vous voulez que je parle, pour commencer. C'est Janus à deux têtes. Il y a le Bayrou des villes et le Bayrou des champs. Le Bayrou des champs, pour commencer, c'est quelqu'un qui écrit la plume à l'air. C'est quelqu'un qui aime écrire en plein air. C'est quelqu'un qui écrit bien. C'est un des rares hommes politiques capables d'écrire un livre tout seul. Et notamment, il a évoqué tout à l'heure, dans la cour de Matignon, Henri IV. Et moi, j'ai lu son livre. Henri IV, à l'époque, c'était remarquable. C'est remarquablement écrit. Tout à l'heure, quand il s'est identifié à Henri IV, pour réconcilier les Français, je me suis dit, est-ce qu'il pense à la fin d'Henri IV ? J'espère que non pour lui, parce qu'il y a Ravaillac-Mélenchon qui guette dans une rue, un poignard à la main. Donc, il faut faire attention aux comparaisons historiques. C'est un rural. C'est pas si commun. C'est un vrai rural. C'est-à-dire, il a des chevaux chez lui. Il connaît le monde des chevaux. C'est un homme qui grimpe. C'est un homme qui aime, c'est un marcheur de la montagne. Ça, c'est un point commun qu'il a avec Michel Barnier. Mais c'est pas la même montagne. Et c'est un provincial. Moi, je parlais le patois vendéen couramment. Lui, il parle le béarnais, encore aujourd'hui. Pour moi, tout ça, c'est des qualités. J'ajouterais qu'il est catholique. Sa femme aussi, ses enfants aussi.
Et alors, il est catholique d'une nuance particulière, c'est celle du Sillon. C'est un catholique démocrate chrétien, mais c'est un catholique qui n'est pas sociétaliste. C'est-à-dire qu'il était là à la Manif pour tous, je m'en souviens très bien, et il a dit récemment qu'il n'était pas favorable à l'euthanasie. Il a osé le dire. Donc, à mon avis, c'est déjà ça de gagner. Je ne sais pas ce qui va se passer, pas grand-chose à mon avis, mais au moins, la loi sur l'euthanasie, là, elle en a un coup dans l'aile. Alors maintenant, le rat des villes, parce qu'il n'est pas souvent là-bas dans la Béarn, il n'a pas tellement l'occasion de parler béarnais avec Macron, qui lui est plutôt un globe... Un globe trotteur. Oui, qui est en Suisse, oui, mondialiste. Et donc, quand vous mettez Bayrou et Macron qui parlent ensemble, vous avez un enraciné et un mondialiste. Il y en a un qui, pour rien au monde, choisirait d'aller passer son week-end à New York, et l'autre qui, pour rien au monde, accepterait de passer son week-end à Rocamadour ou à Guéret. Donc, je ne sais pas ce qu'ils se disent quand ils sont entre eux, entre la poire et le fromage. Alors, le rat des villes, c'est quand même le haut commissaire au plan. Donc, c'est le poste prestigieux de Jean Monnet. Donc, ça fait un lien, puisqu'il en est un disciple assidu. D'ailleurs, je suggère que sa première décision, pour montrer qu'on supprime les agences et qu'on fait des économies, c'est de supprimer le commissariat au plan. Ça sert strictement à rien, il le sait très bien. C'est ce que Jacques Chirac appelait en Corrèze un plat-sous. Il est là depuis 2017 parce qu'il n'a pas pu rester ministre de la Justice et il fait des plans. Remarquez, il a fait des plans sur la comète et ça lui a pas mal réussi, ça se termine plutôt bien, même si c'est un gouvernement crépusculaire, il aura fini par décrocher le plan qui gagne. Alors ensuite, c'est un euro-fédéraliste béat. C'est-à-dire qu'il pense que la France n'a plus d'avenir en tant que telle. Il pense comme Giscard, que la France est désormais une nation moyenne, qu'elle pèse plus que 1% de la population mondiale, vous connaissez le discours, et qu'il faut faire jouer le levier d'Archimède, on sera plus fort quand on sera plus nombreux. C'est une vieille idée taylorienne de l'addition qui fait la puissance, alors qu'on sait très bien que la puissance, elle est comme l'atome et la miniaturisation des microprocesseurs, la combinaison de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. On a eu entre nous des discussions redoutables. On peut retrouver des images, d'ailleurs, de duels. On a des confrontations, des élections présidentielles, européennes, etc. Permettez-moi de vous couper, j'ai retrouvé un débat au moment du référendum en 2005 pour ou contre la Constitution européenne. C'est un débat qui dure 1h30 et vous êtes face à François Bayrou. Et François Bayrou est un fervent défenseur de cette Constitution. Oui, et ça a commencé en 92, la rupture. Parce qu'en fait, moi j'étais à l'époque avec Dogno, Madelin, Léotard, etc., à l'UDF. Et au centre, comme vous dites. Et puis, il y a eu Maastricht. Et quand il y a eu Maastricht, là, nos destins se sont séparés. Nos voix se sont séparées. Nos vies se sont séparées. C'est-à-dire qu'il faut se représenter ce que ça pouvait être à l'époque. Par exemple, les rénovateurs ont explosé, puisque Philippe Séguin, qui était parmi les rénovateurs, c'est lui qui dit, un jour, devant l'UDF et le RPR, vous êtes condamnés à devenir des petits boutiquiers qui iront se fournir en matières premières
chez le grossiste. Et le grossiste, c'est la commission de Bruxelles, Philippe Séguin. Et donc, vous imaginez Bayrou qui écoute ça, qui entend ça. Parce que pour François Bayrou, comme pour Jacques Delors, qui sont les disciples du béatifiable Schuman, l'Europe est une religion. C'est comme la Révolution a été une religion de substitution, eh bien, l'Europe, pour Méhaignerie, François Bayrou, c'est une religion. C'est-à-dire que c'est un destin de nature, c'est la parousie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, ils ont échangé un mot sur l'unité de l'Europe. Ça, c'est le message subliminal. On est du même camp, on est de la même famille, parce qu'on est du même destin. On veut que la France, ça finisse en pointe de crayon. En fait, ils sont d'accord avec la phrase de Mitterrand. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Voilà. Bon. Et puis le Bayrou des villes, j'ajouterais, c'est un professionnel de la politique. C'est pas forcément péjoratif. Il connaît les rouages mieux que quiconque et il sait poser des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée. À nul autre pareil. C'est un champion du compromis. Et donc, c'est sans doute pour ça, on en parlera peut-être, qu'il a été choisi. C'est un parlementaire, un vrai. Philippe de Villiers, François Bayrou devient le 4e Premier ministre en cette année 2024. Jamais dans l'histoire de la Ve République, on avait vécu une telle valse des premiers ministres. Et donc une question se pose, est-ce que nous sommes toujours, Philippe de Villiers, en Ve République? Je vous répondrai ceci. François Bayrou est un homme de la 4e, égaré dans la 5e. Je me souviens, lors de notre premier déjeuner, il m'avait dit j'ai travaillé avec Fimelin. Fimelin, c'était un homme de la 4e République. Et donc, en fait, il a fait le lien entre la 4e et la 6e, à venir, probable. Alors, on est revenu à la 4e République. Pour la première raison que, sous la 4e République, il y avait un bloc central, en fait, on appelait la 3e force, et il y avait, de chaque côté, les gaullistes et les communistes. Et le bloc central ne voulait pas travailler avec les gaullistes et ne voulait pas travailler avec les communistes, qui s'appelaient l'extrême droite et l'extrême gauche. C'était l'époque où De Gaulle disait « Je les laisse à leur ouvrage, ils sont en train de faire cuire leur petite soupe sur leur petit feu, dans leur petit réchaud, laissons-les dans leur coin. » C'était l'époque de l'UDSR avec Mitterrand, etc. Et c'était la grande époque du MRP, de la démocratie chrétienne, qui était triomphale. Et donc là, aujourd'hui, on retrouve la même configuration. Il y a un bloc central qui cherche à s'émanciper de ces deux ailes et qui cherche à les ignorer. Or, les deux ailes, elles représentent, sur le plan électoral, deux forces idéologiquement distinctes et caractérisées. Le deuxième point commun, c'est la partitocratie. La partitocratie, c'est-à-dire le jeu des partis. Le jeu des partis qui cherchent à faire des combinaisons pour gouverner. Ça, c'est typiquement la 4e République. Et d'ailleurs, sous la 4e République, ils auraient envié la situation qu'est la nôtre. Les gouvernements ne duraient pas 2 mois comme ça. Pas 3 mois. Parfois, ils duraient 8 jours. Vous voyez ? Et on était content d'être ministre pour 8 jours. Quoi. Là, c'est comme ça que ça va se terminer. D'ailleurs, ils vont tous... vous vous rendez compte, ils sont tous au bord de la piscine. La piscine sanguinolente où les crocodiles mangent les caïmans. Et pour
plonger à leur tour, quoi. Là, on sent que c'est le goût du Marocain, quoi. Voilà. Ça, c'est typiquement la 4e République. Et enfin, la 4e République, c'était la proportionnelle. Et on y va tout droit. Justement, Geoffroy Lejeune a une question. C'était justement la question, c'est sa grande idée à François Bayrou depuis maintenant des années, depuis sa candidature à la présidentielle en 2007, je crois. Et c'est devenu un sujet de discussion qui a animé la classe politique ces dernières semaines. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est demandé par le Parti Socialiste, par François Bayrou depuis des années, par le Rassemblement National aussi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Je pense que c'est une idée mortifère pour nos institutions, pour la France et pour les Français. Quel est le problème aujourd'hui ? Je l'ai dit et je vais le redire différemment. Le problème aujourd'hui, c'est que le pouvoir n'existe plus. Enfin, on ne sait plus où il est. En réalité, le pouvoir, il est dans l'état profond, en France et à Bruxelles. C'est l'État profond qui commande. On voit bien l'histoire du Mercosur, on ne sait pas très bien où, qui, d'où ça vient. Ça dure depuis 25 ans et on ne sait pas comment arrêter la machine. Parce qu'on ne sait pas où sont les rouages. Le pouvoir s'est éloigné. Par exemple, moi quand j'étais petit, le maire, il avait le pouvoir. Quand on s'adressait au maire, on s'adressait à un interlocuteur qui avait le pouvoir. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez m'arranger mon affaire de fossé devant chez moi ? Oui. Maintenant, il dit, il faut que je vois avec la communauté de communes. Et on va voir un fonctionnaire qui dysfonctionne et qui dit, mais il n'y a pas de crédit. Il faut attendre le conseil communautaire, etc., etc. Et puis après, pareil, là, il y a la région, puis il y a l'État qui dit, non possumus, maintenant c'est l'Europe. Et le pouvoir, il a besoin de quelque chose, c'est l'incarnation. C'est pour ça que le maire reste le seul personnage encore identifié, encore identifiable, malgré tout, bien qu'il soit dépouillé de son pouvoir et que la responsabilité soit détachée du pouvoir. La responsabilité, c'est détacher du pouvoir. C'est-à-dire que le maire, il a la responsabilité, mais il n'a plus tout à fait le pouvoir. Et au moment où il faudrait rétablir le député-maire, pour avoir à l'Assemblée des parlementaires qui connaissent le terrain et qui ne sont pas des gens hors sol, comme c'est le cas aujourd'hui. Regardez les écolos, entre autres, et tant d'autres. On a une classe politique qui est complètement déclassée parce qu'elle est déconnectée du réel. Bon, parce qu'il n'y a plus de mandat local. Quand vous avez un mandat local, vous ramenez chaque problème national à sa dimension et à son enracinement local. La proportionnelle. On va faire la proportionnelle. La proportionnelle, ça consiste à donner le pouvoir aux partis, au singulier, et aux partis au pluriel. Au singulier, qui va choisir les candidats ? C'est pas moi, c'est pas vous, c'est le parti. Exactement comme aux élections européennes. Est-ce que vous connaissez vos députés européens dans votre coin ? Absolument pas. Ben non. On ne connaît pas les députés européens. Pourquoi ils sont élus à la proportionnelle ? Le scrutin uninominal majoritaire a cette richesse que c'est le peuple qui choisit son candidat et qui le connaît. Et qui le reconnaît, et qui lui parle, et qui lui serre la main, et qui le sanctionne. Vous ne pouvez sanctionner et contrôler que quelqu'un que vous connaissez. Le parti va choisir sur une liste des candidats qui seront élus sur la liste, indépendamment de leur qualité personnelle. C'est-à-dire qu'on choisira une idéologie ou un positionnement, comme on dit maintenant, une posture, mais à aucun moment on ne choisira la valeur personnelle du futur député. Donc, moi j'appelle ça une kleptocratie. Et ça a perdu la 4e République.
Donc je dis, c'est le parti. Et j'ai dit, c'est les partis. En effet, dès que l'élection a eu lieu, les partis s'entendent entre eux. Et un grand constitutionnaliste, qui n'est pas Saint-Ignon, mais qui aurait pu l'être, a dit Du coup, je me fais marrer. Du coup, Ça va être de notre faute, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le constitutionnaliste? Il a dit c'est la tyrannie des groupes charnières. Saint-Ignon disait ça aussi, d'ailleurs. Hein? Saint-Ignon l'a dit aussi. Et il l'a pensé, en tout cas, très fort, la preuve. Tyrannie des groupes charnières. Et la tyrannie des groupes charnières, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, donc, le peuple n'a pas à choisir ses députés, c'est le scrutin de liste proportionnel, et ensuite, il est 2 fois spectateur. Il est spectateur après quand l'Assemblée est constituée, parce qu'il entend dire sur les chaînes concurrentes, il y a un accord entre tel groupe, et alors, mais avec 3 députés, vous êtes le roi de la fête, vous comprenez? C'est-à-dire, plus vous êtes petit, moins vous êtes représentatif, plus vous avez le pouvoir de la royauté finale. Parce que c'est vous qui faites, qui distribuez la couronne, finalement. Voilà. Et donc, c'est simple. Il y a l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel qui a dit, c'est le dernier clou, M. Chotel, qui a dit, c'est le dernier clou sur le cercueil de la Ve République. Autre question, Philippe de Villiers, toujours concernant évidemment la nomination de François Bayrou, qui a dit lors de ses premiers mots sur le perron de Matignon qu'un mur de verre s'était dressé entre le peuple et les pouvoirs. Il a parlé également de l'égalité des chances. Quelles sont, selon vous, les priorités face à l'urgence nationale, Philippe de Villiers? Je vais répondre à votre question, mais auparavant, je voudrais quand même dire quelle est la mécanique qui a conduit au choix de François Bayrou. Parce que ça éclaire le problème des urgences. En fait, François Bayrou est un macronien de la première heure. Donc, il convient au président. En fait, il n'y a pas de cohabitation. C'est lui qui a fait le roi. Donc, il est le maire du palais. D'ailleurs, l'expression risque de convenir. Pour ceux qui connaissent l'histoire de France. Il faut qu'il se méfie, Macron, parce que Bayrou, c'est pas Barnier. Il est moins souple. Il a plus de personnalité. Deuxièmement, il est macronien et il est parlementariste. Or, nous sommes en train de passer, je ne veux pas être technique, mais les mots ont un sens, du parlementarisme rationalisé, pour parler comme Michel Debré, à la parlementarisation. Le parlementarisme rationalisé, c'était l'idée que, avec la motion de censure, avec la dissolution, on pouvait, le 49.3, on avait des leviers institutionnels pour la régulation des pouvoirs. Mais l'idée, c'était quand même de préserver l'autonomie de l'exécutif. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autonomie de l'exécutif, puisqu'on nous a dit il n'y aura plus de dissolution, il n'y aura plus de motion de censure, et il n'y aura plus de 49.3. Et dans cette mesure-là, François Bayrou s'y entend parfaitement pour parlementer, du mot parlement. Alors, je réponds à votre question. Les urgences, on en est loin avec ce système. Parce que pour moi, la première urgence, c'est sortir de Schengen, rétablir la frontière, rétablir la supériorité du droit national sur le droit européen, sinon on ne pourra rien faire en matière d'immigration. Or, la question migratoire, elle est majeure. C'est la question du changement de peuplement sur le territoire français. Deuxièmement, le bateau coule. François Bayrou le sait, puisqu'il avait fait campagne en 2007, il l'a rappelé tout à l'heure, sur la dette.
Mais là, la dette, aujourd'hui, elle fait que les œuvres vives et les œuvres mortes sont en train de nous échapper complètement. On est sous la ligne de flottaison. Donc, il faut ramener les prélèvements à 40% pour qu'on ait encore des entrepreneurs, des créateurs de richesse. Sinon, ils partiront tous, ou ils seront découragés. Et puis enfin, troisièmement, il faut sauver l'école, il faut sauver la transmission, plus que l'école. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus cette rupture dans la continuité historique qui fait qu'à Poitiers, on a des jeunes étudiants français millénaires qui ne savent rien de l'histoire de France, et on a des jeunes Français d'origine immigrée qui préparent un attentat et lorsqu'ils sont arrêtés, expliquent « on a voulu faire un attentat à la mairie de Poitiers parce que Poitiers c'est 732 » et ils ont expliqué aux policiers ce que ça voulait dire 732, c'est-à-dire la montée des Omeyyades, de l'armée omeyyade jusqu'à Poitiers pour se battre contre l'armée franque devant Charles Martel. Et donc on est dans une situation extraordinaire, c'est-à-dire d'un côté la connaissance intime de notre histoire par ceux qui veulent nous détruire, et de l'autre côté l'ignorance placide de ces plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Dernière question, Philippe de Villiers. Est-ce que, pour vous, c'est une victoire où vous avez dit il faut qu'il fasse attention, Emmanuel Macron, François Bayrou, c'est pas Michel Barnier. Il est moins souple. Il a plus de caractère. Donc, est-ce que, pour Emmanuel Macron, c'est une victoire ou une défaite de nommer aujourd'hui François Bayrou? Et pour une fois, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais dans cette émission. Un pronostic? Non. Je vais passer dans la coulisse. Allez-y. Vous êtes prêts? Allez-y. Bon, parce que il se trouve que, voilà, je connais l'histoire. Normalement, il devait être nommé au début. Et puis le joueur du Touquet, il a fait comme avec McFly et Carlito, il a changé de joueur. Il a dit non, j'ai une autre idée, on va faire le truc, la réunion de tout le monde, tout ça, bon. Ouais. Et puis, et en fait, ce matin, il l'a convoqué à 5h du matin pour lui dire tu seras numéro 2. Et je ne peux pas te nommer numéro 1. Le numéro 1, ça sera le ministre des Armées. Et là, François Bayrou, il a fait, vous savez, vous connaissez la stratégie du joueur de foot italien qui obtient un penalty parce qu'il se roule par terre devant l'arbitre. Et à chaque fois, les arbitres se laissent prendre. Donc là, il s'est roulé par terre, il a dit, bon, ok, je sors de la majorité. Vous savez, quand j'étais jeune, au Crédit Mutuel, qui était la banque de toutes les paroisses de Vendée, il y avait un gars du Crédit Mutuel qui disait, si t'es un petit débiteur, la banque te tient, mais si jamais tu es un gros débiteur, tu tiens la banque. Et François Bayrou, il a un petit groupe, mais hyper mobile. et si vous ôtez le groupe de François Bayrou, le MoDem, il n'y a plus du tout de majorité possible. Donc il a dit, en se roulant par terre à l'Élysée, si tu ne me nommes pas Premier ministre, je quitte la majorité. Et ils se sont regardés dans les yeux, et l'autre lui a dit « T'es pas cap ». Et François Bayrou, qui est habitué aux jeunes garnements qui lui font les poches... Pourquoi vous me tendez quand vous dites ça, vous me regardez. Non, parce qu'on a regardé l'image tout à l'heure. Le gamin qui fait les poches, et Bayrou lui fout une baffe. Et là, il a foutu une baffe à Macron en disant « On se connaît depuis longtemps, tu me laisses dans ma soupente du commissariat au plan, maintenant ça suffit, soit je m'en vais, soit je prends Matignon. » Voilà. OK? Voilà. Et comme l'autre, il est crépusculaire, notre président, il a cédé. Et on a eu un nouveau Premier ministre. Voilà. J'ai l'esprit d'escalier, Philippe de Villiers, mais pour terminer vraiment et avoir une analyse complète de cette nomination, je ne vous ai pas
poser cette question. François Bayrou qui succède à Michel Barnier, qu'est-ce que cela change concrètement ? C'est vrai que c'est une question essentielle. Tout dépend de la configuration arithmétique. La politique, à l'Assemblée, c'est de l'arithmétique. Donc vous avez il faut retenir le chiffre 333, l'addition des ailes. Avec 333, vous êtes très au-dessus de la majorité absolue. Donc, tant qu'il y a 333, le gouvernement a une épée de Damoclès à chaque seconde. Il suffit que les ailes fassent ça, et c'est fini. Et donc, ce que cherche à faire Emmanuel Macron depuis le début, votre question est judicieuse. On pourrait penser parfois que vous participez de son propre cerveau. Il cherche à desserrer les taux. Alors, est-ce qu'il y est parvenu ? Peut-être grâce à la proportionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, François Bayrou propose la proportionnelle depuis toujours. C'est son combat. C'est le croisé de la proportionnelle. C'est le Pierre l'Hermite de la proportionnelle. Bon. Et donc là, il a fait dire au Rassemblement national, si c'est moi, soyez tranquille, je vais vous faire la proportionnelle. Et le Rassemblement national veut la proportionnelle. Et il a proposé au PS, si c'est moi, vous aurez la proportionnelle. Pour le PS, la proportionnelle, c'est le Deus ex machina. Pourquoi ? Ils veulent se libérer du méchant Mélenchon. Mais pour pouvoir se libérer, il faut changer de scrutin. Tant qu'on est au scrutin majoritaire, ils dépendent de Ravaillac. Et si jamais il y a la proportionnelle, M. Faure se dit « Je fais ma liste. J'ai plus besoin pour être réélu. » Et ils l'ont tous compris. Un jour, Marie-France Garot m'a dit « Un député, vous savez Philippe, je vais être vulgaire, mais tant pis, je vais vous le dire, ça va où est la gamelle ?» On appelait dans le temps les députés gaullistes les godillots. Vous voyez ? Et en fait, c'est plus les godillots. Les députés aujourd'hui, ils vont là où ils peuvent être réélus. Je le regrette, mais c'est ainsi. François Bayrou qui aura très certainement des dossiers brûlants à traiter. Et parmi ces dossiers ô combien sensibles, il sera peut-être question de ce projet révélé ce vendredi par nos confrères du Figaro, un projet de recommandation sur les personnes trans qui est en phase de relecture. Je cite Paul Sugy, journaliste au Figaro, la Haute Autorité de Santé s'apprête à proposer une forme de service public de la transition de genre. La Haute Autorité de Santé qui a communiqué pour contester les dires et ses publications ce vendredi après-midi. La HAS propose une sorte d'accès gratuit, selon le Figaro, à la transition de genre à partir de 16 ans. Des recommandations qui coïncident pour partie aux revendications portées par les associations transactivistes. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Mais Philippe, vous êtes très sensible à ce genre de sujet. Vous regardez de très près ce qui se passe et notamment ce qu'on enseigne à nos enfants. Vous avez évoqué d'ailleurs ce chantier pour François Bayrou tout à l'heure. Quel regard vous portez sur cette affaire ? Qu'est-ce que ça dit selon vous de la société dans laquelle on vit ? Vous qui avez lu mon livre Mémoricide, c'est un sujet que j'aborde. Ouais. Je ne pensais pas que ça viendrait aussi vite. Né dans le mauvais corps. Oui, voilà. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de lectures en ce moment. J'en ai une là, comme ça. Je me balade avec mes mémoricides. J'en ai encore 2 autres. Je connais par cœur. C'est les cadeaux de Noël, non ? Exactement. Ouais. Ouais. Alors, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Donc la haute autorité, je réponds à votre question. La haute autorité de santé, d'abord, c'est une institution sui generis,
créée en 2005 par Jacques Chirac. Et cette haute autorité de santé, elle est totalement autonome. Elle ne dépend de personne. Alors la haute autorité, c'est toujours le même mécanisme qui fonctionne par capillarité et scissiparité. Quand j'étais à Sciences Po, on disait, je me souviens d'un devoir qu'on avait un jour, c'est comment faire disparaître les démembrements de l'administration. Et c'était l'époque où nos professeurs de droit administratif et constitutionnel nous expliquaient que ce qui pourrait démanteler l'État régalien, ce sont les agences, donc les démembrements de l'administration. Aujourd'hui, nous y sommes, il y a 400 agences, et alors celle-là, elle est particulière, comme le commissariat au plan. C'est une agence où il y a beaucoup de monde et qui ne fait rien. Il donne des avis. Alors, je me suis intéressé à cette haute autorité. Il y a quelqu'un qui a très bien parlé de cette haute autorité, qui est brillante, qui est, comme d'habitude, Eugénie Bastier, et qui a fait une chronique sur Europe 1, définitive. Donc, en fait, la haute autorité, c'est une institution hors de tout contrôle, qui elle-même confie des dossiers à des soi-disant scientifiques. C'est le lysenkisme postmoderne, le nouveau lysenkisme. Vous savez, le lysenkisme, c'est la science soviétique. Voilà. Et donc, la science soviétique, on a vu ce que ça donnait. Au nom de la science soviétique, on disait les rendements agricoles sont excellents. C'est les scientifiques qui le disent. Et ce qui faisait dire à Solzhenitsyn, le système s'auto-raconte. Voilà. Donc là, en fait, on a des experts qui sont des soi-disant scientifiques, et en fait, qui sont, pour beaucoup d'entre eux, des transgenres, des transgenrés. C'est-à-dire qu'on reste dans le même milieu. Voilà. Donc la haute autorité, elle nous coûte 700 millions. Non, 70 millions, 73 millions. Voilà. Oui. Et j'ai failli compter en anciens francs. Et 73 millions quand même. Bon. Et il y a 50 personnes, plus les comités d'experts. Et cette haute autorité, elle a donc décidé de créer, je cite, Paul Sugy, journaliste du Figaro, qui a eu le dossier entre les mains, c'est le scoop, un service public de la transidentité. Un service public de la transidentité, pour changer de sexe. Alors ça peut vous concerner, parce que si par exemple vous, Elliot, vous décidez de vous appeler Eliette, et vous, Georgette, vous aurez la possibilité de vous adresser à la haute autorité de santé. Et alors, eux, ils ne veulent pas de paperasse et de bureaucratie, et ils expliquent dans un rapport, c'est extraordinaire, qu'il faut aller très vite. Très vite pour qui? Pas pour vous. Pour vous, ça sera plus lent. Non, pour les enfants de 16 ans. Pour les enfants de 16 ans, il faut aller très vite, c'est écrit. Très vite pour donner une décision, pour leur donner une décision. Et on donne la décision sur leur ressenti. Et si un enfant de 16 ans dit « je suis un garçon, mais je sens que je ne suis pas un garçon, je suis une fille », à partir du ressenti, sans autre examen, on va donner la possibilité de changer de sexe. Et donc, on fait la transition de genre. Et tout ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et ce que dit très bien Eugénie Bastier, c'est qu'on ne comprend pas, parce que d'un côté, on ne dit pas que c'est une maladie, mais de l'autre côté, on dit que c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc il y a là une incohérence. Mais le pire est à venir, chers amis. Le pire, c'est que dans le rapport qui a été donc publié par le Figaro hier, il est écrit ceci: si des parents s'opposent à la transition de genre, c'est-à-dire au changement de sexe de leur enfant de 16 ans, donc mineur, les dispositions seront prises pour un transfert de l'autorité parentale, pour une déchéance de l'autorité parentale. Pourquoi il y a scandale? Parce que personne n'en parle.
Si, CNews en parle, Le Figaro en parle, le JDD en parle. On peut relier ça à notre sujet de la semaine dernière sur l'éducation sexuelle à l'école, qui échappe aux parents et qui est maintenant entre les mains de spécialistes comme le planning familial, qui disent oui, un homme peut être enceint. Donc on est très très loin de toute forme d'ordre naturel. Et si je dis ça, c'est parce que si vous faites le tour du monde un instant, on est les seuls au monde à être dans cette voie-là. Tout le monde en est revenu. Les Anglais avaient même créé une clinique spécialisée pour les hormones, pour les enfants mineurs. Le Premier ministre a demandé un rapport qui contrarie ce genre de dérive. La Suède en est revenue, et alors, évidemment, la star de Notre-Dame, avec son chewing-gum, celui qui a provoqué la génuflexion oblique de tous les chefs d'État européens devant lui, j'ai nommé Donald Trump, il a annoncé qu'il mettrait fin à tous les bloqueurs de puberté et à tout ce qu'il appelle tout suractivisme transgenre. Donc la France reste seule. Pour combien de temps protégeons nos enfants. Il faut hurler. J'espère que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, CNews, Europe 1, vont se lever pour dire à leurs députés et au nouveau gouvernement, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un petit espoir dans certains ministres qui sont très conscients de ces difficultés, comme M. Hetzel ou le ministre Alexandre Portier ou le ministre de l'Intérieur. Je pense que sur ce sujet, François Bayrou, qui est un père de famille, ne marchera pas. Mais la machine avance. La haute autorité de la santé, il faut absolument la supprimer. Et vous savez ce qui me frappe ? C'est qu'on est en train de tuer la médecine, de tuer le crédit de la médecine, de tuer le crédit du médecin. Quelque chose qui va vous toucher familialement. Oui, parce que le médecin, c'est celui qui soigne, celui qui sauve. Et là, on est avec ce lysenkisme transsexuel qui s'ajoute à l'avortement constitutionnel et bientôt à l'euthanasie. On est en train de troubler la mission du médecin. Et bientôt, on ne saura plus très bien si le médecin est là pour vous sauver ou pour trafiquer quelque chose qui ressemble à une nouvelle alchimie qui détruit tous les principes nés du serment d'Hippocrate. Dans un instant, on reviendra sur la grande star de Notre-Dame, vous dites, qui avait un chewing-gum, puisqu'on parlera de Donald Trump, je le disais, donc la haute autorité de santé qui a communiqué en disant qu'elle comptait poursuivre le travail au-delà des polémiques déplacées, qu'elle réaffirme avec fermeté la nécessité de préserver la sérénité des travaux et dénonce la divulgation de ce document confidentiel qui ne constitue, selon elle, nullement une recommandation. Parlons de la personnalité de l'année pour le Time, Donald Trump. Il fait un doublé, Philippe de Villiers, puisqu'en 2016, il avait déjà été élu personnalité de l'année. Comme les choses vont vite, honni par les médias, victime de tentatives d'assassinat, Donald Trump est élu personnalité de l'année par le magazine et auteur d'un comeback politique époustouflant pour le Time. Et à travers cette personnalité de l'année, on se pose une question, la révolution conservatrice, Philippe de Villiers, qui a touché les États-Unis, propulsant Donald Trump à la Maison-Blanche, est-elle possible en France ? Et cette révolution conservatrice, vous en parlez dans Mémoricide d'ailleurs. Oui, c'est même le filigrane de mon livre, sur la mémoire salvatrice. Et je vais dire quelque chose qui va vous surprendre. Et qui va surprendre les téléspectateurs. Mais j'ai appris, moi, très jeune,
que il faut sans cesse monter sur la crête et marcher sur la crête, même quand on est tout seul, et qu'on est fouetté par les grands vents. Et se laisser aller à ses propres intuitions, loin du bruit de la vallée, les bruissements de la vallée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sens, avec de l'avance, plusieurs années d'avance, je sens et je vois venir les lucioles d'approche. Je sens venir des signes avant-coureurs, ou si vous voulez, pour parler comme les marins du Vendée Globe, les courants profonds. Les courants profonds qui bientôt vont se réunir et former une nouvelle mer. Donc je sens que la révolution conservatrice qui se développe actuellement aux États-Unis de manière inattendue, elle arrivera bientôt en France. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce qui a empêché la révolution conservatrice, en fait depuis 2 siècles, c'est l'idéologie de la table rase. Or, cette idéologie, elle est à bout de souffle, elle est épuisée. Le progressisme est réputé donner des fruits amers, des fruits stériles. Et c'est récent. Et je vous le démontre. La table rase, c'était l'idée d'une annonciation de type eschatologique, religieux. C'était l'idée que le ciel arrivait sur la terre, allait arriver sur la terre virginale. C'était l'apostrophe de Mirabeau, le cadavre que touche la liberté se relève et est appelé à vivre une nouvelle vie. C'était l'idée qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus de filiation, il n'y a plus de sacré. Et qu'on va donc vivre les prémices d'une humanité lustrale, d'un homme nouveau universel. Patatras, ça n'a pas marché. Je vous ramène tous les deux sous les voûtes de Notre-Dame. Et sous les voûtes de Notre-Dame, il s'est passé quelque chose qui est pour moi un tournant, qu'on n'a pas vu dans l'instant, mais moi que j'ai senti. Quand j'étais petit, il y avait un vieux paysan qui me disait « Quand c'est que tu veux savoir où c'est que le monde va, tu suis la course des mots. » Et les mots qui font fortune précèdent les réalités qui vont suivre. Et il ajoutait « La chrysalide prépare le papillon. » Et donc, j'ai toujours fait attention à ça, la course des mots. Quand vous ne pouvez plus prononcer un mot, quand la droite n'ose plus prononcer un mot, c'est qu'elle est déjà défaite. Et c'est ce qui est arrivé à tous les conservateurs, qui ne savaient pas qu'ils étaient des sauveurs et qui n'osaient plus rien sauver. Parce qu'ils voulaient se faire pardonner d'être conservateurs. Après ce détour sémantique, j'arrive au fait de Notre-Dame. On a un président de la République qui dit « Nous sommes les héritiers d'un passé qui est plus grand que nous ». Cette phrase, elle est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, il faut aller chercher loin dans notre histoire, jusqu'au baptême de Clovis, pour se sentir français. On est très très loin de la cérémonie inaugurale des Jeux. Et ensuite, il dit la transcendance. On est très loin de la laïcité, les valeurs de la République. Il devait y avoir une cérémonie républicaine devant qui a été chassée par la tempête. Elle a lieu à l'intérieur, et à l'intérieur, on a l'archidiacre Macron qui nous parle de la transcendance. C'est-à-dire, c'est le retour au sacré. Et on est sous les voûtes du XIIe, XIIIe siècle, la cathédrale Saint-Louis, tout près de la couronne d'épines, et tout le monde se sent au chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait,
on est en train de revenir à l'idée que le passé n'est pas haïssable. Ensuite, l'évangile des droits de l'homme. Aujourd'hui, ne peut plus étancher la soif des mémoires en manque, des âmes appelantes et palpitantes. Pourquoi ? Parce que, comme le dit très bien Marcel Gauchet dans son dernier livre, les droits de l'homme sont devenus les droits de l'individu. Ce ne sont plus les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'homme épars, c'est l'homme défait, c'est l'homme de l'hédonisme, du consumérisme compulsif. Les droits de l'homme sont devenus les droits de l'homme de sable de la société liquide. Et ça fait peur à beaucoup de gens qui réfléchissent. Ensuite, il y a un deuxième phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que les États-Unis nous précèdent toujours de 10 ans. Ce sont les émeutes de Berkeley qui ont préparé les émeutes de mai 68 en France. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, ça vient chez nous 10 ans après. Et là, Donald Trump a mis fin au wokisme. Il l'a tué. Et il va le tuer. Et donc la nouvelle idéologie qui devait remplacer l'idéologie de la table rase, qui devait succéder à la peste rouge et la peste brune du XXe siècle, elle est en train de mourir aux États-Unis, elle mourra demain. Il y aura un choc en retour. Et j'en veux une preuve, c'est le syndrome Musk, Elon Musk, parce que son fils, il lui est arrivé un drame à cause du problème du transgenre, et regardez comment Musk a changé. Voilà. Et enfin, je dirais que aujourd'hui, la tradition est en train de revenir. La tradition, en fait, au sens de Paul Valéry. La tradition ne consiste pas à refaire ce que les autres ont fait, mais à en retrouver l'esprit qu'on eût fait vers de toutes autres circonstances. L'homme de la tradition, lorsqu'il se retourne vers le passé, ne cherche pas à le conserver, mais il cherche à monter vers ce qui demeure. Il nous reste exactement 4 minutes. Geoffroy Lejeune, pour l'apologue. Ah oui, oui. Donc vous allez parler de celui qu'on appelle le tigre des mers. Il s'agit de Robert Surcouf, le marin malouin, qui est né un 12 décembre 1773. On vous écoute, Philippe. Oui, vous savez, Chateaubriand, qui est le plus grand écrivain français, qui a été enterré en pleine mer, au large de la cité malouine, a eu une définition magnifique de son port d'attache. Je le cite. Saint-Malo n'est qu'un rocher, mais ce rocher a donné à notre marine les plus grands matelots. Il cite Jacques Cartier, le Christophe Colomb français, qui découvrit le Canada. Il cite Duguay-Trouin, le grand capitaine, et surtout Robert Surcouf, le grand corsaire. Et il se trouve que ce corsaire, il a hanté mes nuits, mes rêves. Il est dans mon panthéon des personnages mythiques de mon enfance, de mes rêves d'enfance. Quand j'étais petit, nous allions passer nos vacances à Rothéneuf. C'est juste à côté. Et nous allions, en courant sur les remparts, visiter avec nos parents et revisiter un musée célèbre qui a disparu, le musée Quicangrogne, du nom d'un corsaire. Nous vivions en face de la plage du Val. Il y avait 2 corsaires qui étaient 2 rochers, Labine, Bénétin, et on allait chercher un autre corsaire, et c'était Quicangrogne. Et dans le musée Quicangrogne, nous restions pendant des heures, face à face, bouche bée, devant la statue de Sire de Surcouf. Et alors on lisait le texte capitaine corsaire à l'âge de 20 ans, un palmarès inégalable, 50 prises de briques de frégates de la perfide Albion. 50 prises. Et il y a une image, ben voilà,
formidable. Ben a eu la prescience. Ça, c'est la bataille, la célèbre bataille qui a fait de Surcouf un homme de légende. Vous avez la Confiance, qui est commandée par Surcouf, le bateau français, et vous avez en face le Kent, le bateau de la frégate de la perfide Albion. Et ils sont bord à bord, proue contre poupe, les grappins sont lancés, et là, il y a le commandant britannique qui interpelle Surcouf, qui met la main encornée et qui dit « Vous, les Français, vous vous battez pour l'argent, tandis que nous, les Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Et Surcouf, avec tout son équipage derrière lui, réplique, met la main encornée « Chacun se bat pour ce qui lui manque !» Et là, tout l'équipage hurle de rire et se met à entonner une chanson improvisée, une chanson marine qui fera fortune et qui commence ainsi au 31 du mois d'août. Nous vîmes venir sur le vent à nous une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots. C'était pour attaquer Bordeaux. Vous pouvez chanter, hein. Moi, je le connais, hein. Écoutez le refrain. J'ai pas les paroles. À la santé du roi de France et mère de la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Philippe de Villiers, merci beaucoup. On se retrouve évidemment. Je vous ai abonné au Panache. Ah, merci. Oui, le magazine, le Panache. Le Panache, c'est un beau cadeau. le nouveau magazine Puy du Fou édition. Merci Moi, je beaucoup. m'étais abonné en direct, je l'ai fait. Il l'a déjà fait. Je l'offrirai à quelqu'un. Messieurs, merci à tous les deux. On va rejoindre le terrain et Matignon, puisqu'on va reprendre dans un instant l'édition spéciale autour de la nomination de François Bayrou